plus personne dans la salle d'attente, on peut y aller. Non, c'est tout bon. C'est tout bon. Bonjour à tous. Du coup, nouvelle réunion pour présenter le certificat France M&A en partenariat avec Dauphine. Les consignes pour juste ce webinaire, donc on a coupé vos micros, qu'on réactivera à la fin pour vos questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat en ligne ou dans la partie Q&A. Et pour d'autres demandes un peu plus exhaustives, vous avez les deux adresses mail qui se présentent, Mélissa Boutet-Thomas de Dauphine ou communication@cncf.org pour d'autres questions. Donc, du coup, on va vous présenter la formation CNCF France M&A, donc avec l'Université de Paris-Dauphine. Les différents intervenants, du coup, il y aura Hervé Demonest, qui est administrateur CNCF France M&A, qui remplace Corinne Prévitali, qui est la personne qui est en charge de la formation Dauphine au sein de CNCF France M&A, Thibaut Massard, qui est professeur donc à Dauphine, et Mélissa Boutet-Thomas, qui est assistante de formation à l'Université de Dauphine. Pour débuter, on va vous présenter déjà l'association CNCF France M&A. Donc, du coup, c'est une association professionnelle qui regroupe à peu près 300 professionnels du conseil en M&A, qui sont regroupés sur 180 structures. On a un certain nombre de services que l'on propose et le but de l'association, c'est d'avoir des professionnels qui ont les bonnes pratiques dans le M&A. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a essayé d'organiser et de créer cette formation. Voilà, le but, c'est de faire connaître et accroître la visibilité de la profession et mettre en avant et renforcer le professionnalisme des adhérents. On vous présentera plus tard, mais en gros, le but, c'est de créer un label plus tard sur CNCF France M&A et donc d'avoir des adhérents qui seront reconnus en ayant les bonnes pratiques du M&A, autant au niveau de vos clients que de la profession. Après, je laisse la parole. Je ne sais pas si c'est Mélissa ou Thibaut qui va présenter Paris-Dauphine. Je peux présenter éventuellement l'Université Paris-Dauphine. Ça fait depuis 15 ans que je suis dans cette belle université. Alors, on parle d'université. En réalité, juridiquement, c'est un grand établissement. Pourquoi grand établissement et pas université? La différence, c'est qu'un grand établissement peut sélectionner ses étudiants. Et effectivement, à Dauphine, la grande particularité de Dauphine, depuis toujours d'ailleurs, c'est que Dauphine sélectionne tous les étudiants qui rentrent à Dauphine, que ce soit de la première année jusqu'à la dernière année. Et c'est ce qui explique effectivement cette particularité de Dauphine, considérée comme du coup université sélective, mais plus précisément grand établissement à l'image de Sciences Po. Et donc, comme nous sommes une université sélective, on est donc une université, entre guillemets, de qualité, mais la qualité, c'est aussi et surtout celle de ses étudiants, ce qui nous permet évidemment de développer de la formation continue. Et nous avons de très nombreux programmes de formation continue, donc on a des exécutives master, et on a également donc des certificats comme celui-là. La différence, c'est qu'un executive master dure beaucoup plus longtemps qu'un programme de certificat comme celui qu'on va vous présenter aujourd'hui. On a d'ailleurs un centre de formation qui est très très actif parce que si on suit la slide d'après, il y a quand même de très nombreux cadres et managers qui sont passés par Dauphine dans le cadre de cette formation permanente, puisqu'il y a 4300 cadres aujourd'hui qui sont passés dans nos murs. Les cadres qui y sont passés sont d'ailleurs souvent extrêmement satisfaits de la formation, puisque 96% des diplômés recommandent de suivre une formation à Dauphine. Donc, on est évidemment très fiers de ce score. Et surtout, pour les diplômés, 90% estiment que ce diplôme était un bon investissement et qui a été rentable dans la suite de leur parcours professionnel. Donc, pourquoi on loue la formation professionnelle de Dauphine? Parce qu'on est évidemment une formation professionnelle très orientée sur le côté opérabilité évidemment de la formation. Donc, ce n'est pas une formation purement doctrinale et qui n'a pour but que de faire plaisir à des universitaires, mais au contraire, c'est que c'est des formations tournées vers l'approche métier
Et donc, ça permet évidemment de résoudre, enfin, on aide les cadres à résoudre des problématiques souvent complexes. Ça renforce également leur leadership et évidemment leur confiance en soi parce que, comme on va le voir, bien évidemment, pour résoudre des problématiques complexes, il faut bien sûr souvent avoir de la pratique, mais il faut aussi avoir un peu de méthode. Et dès qu'on a la méthode, évidemment, on est plus confiant dans ses capacités à résoudre les problèmes complexes. Alors, on parle de l'université Paris-Dauphine, mais en fait, il y a un nouvel acteur dans ce schéma, c'est PSL, l'université Paris Sciences et Lettres. Alors, effectivement, on se demande ce que vient faire Paris-Dauphine-PSL, Paris Sciences et Lettres. Alors, pour comprendre en fait la problématique qui s'est posée aux universités françaises il y a une dizaine d'années, c'est que on était évidemment très fort en interne. Les gens connaissent bien Dauphine, mais c'est vrai qu'au niveau international, on manquait un peu de visibilité. Et ça, c'était valable pour toutes les universités françaises. Et donc, depuis une dizaine d'années, en fait, les universités françaises se sont regroupées dans des pôles. Et ces pôles, en fait, sont, juridiquement parlant, des universités. Donc, nous, on est dans un pôle, dans une sorte de conglomérat qui s'appelle l'Université Paris Sciences et Lettres, PSL. Et ça nous permet justement, du coup, d'avoir une visibilité à l'international. C'est-à-dire que quand on veut faire de la promotion de Dauphine, on met d'abord en avant, évidemment, l'université PSL, qui a une force de frappe bien plus forte que Dauphine, ne serait-ce que par rapport au nombre de prix Nobel. On peut, grâce à PSL, revendiquer 27 prix Nobel, 50 César, 49 médailles du CNRS. Et pourquoi tout ça? Parce que ce sont plusieurs entités, généralement très prestigieuses, qui se sont réunies au sein de l'université Paris Sciences et Lettres. Et donc, du coup, Paris Sciences et Lettres, c'est une grande université pluridisciplinaire, donc qui a pratiquement toutes les disciplines. L'intérêt, c'est qu'on a des disciplines évidemment connues, d'économie, droit, gestion, mais aussi en matière artistique, puisqu'on va avoir donc dans les membres fondateurs de PSL, ça c'est la slide suivante, on va avoir justement la FEMIS, par exemple, en matière de cinéma. Ça nous permet de revendiquer, par exemple, des Césars. Mais on a aussi des écoles d'art, comme l'école de... Alors, je vais relire le nom parce que c'est le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Donc, on a comme ça des grandes pépites. Et puis, au niveau plutôt qui nous intéresse le plus, on a l'ENS, l'École normale supérieure, qui fait partie de PSL. On a les mines, qu'on appelle aujourd'hui Mines ParisTech. On a même le SCPI pour la chimie. Donc, on a des grandes pépites comme ça qui ont intégré Paris Sciences et Lettres, ce qui permet en fait à Paris Sciences et Lettres aujourd'hui d'être considéré comme la meilleure université française et du coup la mieux classée au niveau international. Donc c'est l'université française généralement la mieux classée au niveau international puisqu'on est en fonction des classements entre la 20e place et la 50e place au niveau international. Donc ça nous permet de côtoyer effectivement les plus grandes universités du monde. Et ça nous permet effectivement de nouer des contacts à l'international, hein, ça c'est surtout très utile, et puis surtout d'avoir une visibilité internationale. Donc en fait, quand vous serez diplômé, vous êtes diplômé de Dauphine, mais vous êtes diplômé également dans le même temps de Paris Sciences et Lettres. Et ça, c'est un label, donc du coup, ça donne un label, évidemment, qui permet d'avoir une visibilité beaucoup plus internationale. Alors, pourquoi ce certificat? Alors, on va peut-être soit laisser Tom ou Hervé, comme vous le souhaitez. Quelle était la Alors, finalité du certificat? en fait, pour nos adhérents, le but, donc, comme je vous l'ai dit, c'est de créer un label qualité différenciant sur le marché à terme, c'est-à-dire que tous les adhérents CNCF France MNE auront un label estampillé
CNCF France M&A. Donc, dans ce cadre-là, on a fait un partenariat pour que tous nos adhérents puissent avoir les bonnes pratiques du métier et donc tous les éléments qui vont être étudiés lors du certificat. Donc, vous allez avoir, par exemple, qu'à appréhender les règles applicables à l'exercice de métier, comprendre les enjeux du chef d'entreprise, appréhender les éléments centraux de négociation, maîtriser les méthodologies du M&A et acquérir les compétences essentielles. Donc c'est pour ça, c'est dans ce cadre-là que nous avons créé ce partenariat et ce certificat. Alors, je voudrais rajouter une chose, c'est que cette idée est née d'un constat, c'est que dans le métier du M&A, où les acteurs du métier de ce métier-là ne font pas partie d'une profession réglementée. Autrement dit, si je suis un peu caricatural, le meilleur côtoie le pire. Et en tout cas, bon, il y a un écart type assez fort dans les compétences et voilà qu'on peut retrouver. Et c'est la raison pour laquelle il est important qu'il y ait un certificat, comme l'a dit Tom, qui soit discriminant. Autrement dit, que ce label soit un signe donné aux clients, aux chefs d'entreprise, qu'ils soient à l'achat ou à la vente, voilà, et parce qu'en fait, lorsqu'on s'adresse à un marché de TPE, PME, c'est pas seulement la typologie de notre clientèle, mais en fait, on trouve beaucoup de dirigeants de TPE, PME. Eh bien, on vend la confiance, hein, et donc il faut que en s'affichant titulaire de certificat, eh bien, la confiance soit acquise. Voilà. Exactement. Et pour compléter d'ailleurs, effectivement, il faut savoir, c'est que pour les opérations de M&A, il y a toujours un avocat qui intervient souvent, il y a même un fiscaliste, il y a même un expert comptable, mais en réalité, bah, l'expert comptable, l'avocat, ce sont des professions réglementées. Et c'est vrai que c'est curieux que le conseiller en M&A ne soit pas lui-même réglementé alors qu'il travaille dans un univers de professions réglementées. Il faut savoir aussi qu'historiquement, l'AMF s'était occupé des conseils en M&A en disant que l'AMF était, enfin, les conseils en M&A étaient dans le cadre du périmètre de contrôle de l'AMF. Et puis un jour, il n'y a pas très longtemps, l'AMF s'est réveillée en disant, mais comme vous vous occupez de sociétés non cotées, je ne vois pas pourquoi je m'occuperais de vous. Et donc, un peu du jour au lendemain, bah, voilà, les conseillers en M&A sont devenus orphelins d'une entité de tutelle. Et donc, bah, c'est à la profession de s'organiser hein, pour créer un certificat d'aptitude professionnelle, hein, comme une sorte de CAP. Hein, les avocats ont un CAP, hein, c'est le CAPA, c'est certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et c'est ça l'ambition, c'est qu'à terme, on souhaite créer un certificat d'aptitude à la profession de conseil en M&A. Pour le moment, c'est un certificat volontaire mais ça reste un certificat tout de même. Donc c'est un diplôme. Alors, effectivement, c'est un diplôme. Alors, peut-être que Tom va pouvoir indiquer à qui ça s'adresse plus précisément, à qui s'adresse ce diplôme. Alors, il s'adresse à tous les adhérents de France M&A forcément et leurs équipes. Pour info, je vais le faire aussi. Les autres acteurs du conseil en M&A et leurs équipes, et les responsables M&A des corporate, aussi bien les M&A corporate que les indépendants, et les professionnels des souhaitant démarrer une activité de M&A. C'est-à-dire que si vous avez tout un cursus financier, mais pas forcément spécialisé dans l'entreprise, etc., vous aurez les informations et les éléments nécessaires pour la suite, pour le M&A. Exactement. Alors, c'est un certificat qui a été, donc c'est un simple certificat, hein, c'est pas un executive master. Un executive master, il y aurait au moins plus de 30 jours de formation. Un certificat, donc ça doit tourner autour de 10 jours de formation. Et donc on a conçu ce certificat sur 4 mois avec en fait différents modules. En fait, il y a 3 modules de 3 jours. Hein, donc les 3 jours sont regroupés dans un mois. Et puis une dernière journée qui est consacrée à l'évaluation, parce que je rappelle que c'est un certificat.
Donc tout le monde ne l'a pas forcément, hein. Donc ce n'est pas de la formation professionnelle classique où on suit des interventions et puis on est très content d'avoir suivi ces interventions. Là, on rappelle que bah, la dernière journée, c'est une journée où on s'assure que bah, toutes les interventions ont bien été comprises et que bah, le professionnel qui a intégré cette formation arrive à mettre en œuvre justement cette formation et qu'il a bien compris comment mettre en œuvre d'ailleurs cette formation. Alors, on a effectivement, alors juste, on va revenir sur les 3 slides d'avant. Donc, juste la slide avant. Donc, on a en fait 3 modules de 3 jours avec un premier module sur les différents acteurs, puisque effectivement, le conseiller en M&A, bah, c'est un peu le chef d'orchestre hein, qui doit savoir comment gérer les différents acteurs. Et puis ensuite, on a un module plutôt bah, sur le cœur de métier, à savoir le processus de négociation. Comment effectivement on mène sa mission de bout en bout. Et puis le dernier module, qui est un module peut-être plus technique, mais qui est indispensable, c'est au moins avoir maîtrisé les aspects juridiques et fiscaux de ces opérations. Parce que même si on fait appel à des avocats ou à des avocats fiscalistes, bah, il faut quand même au moins comprendre le rationnel le rationnel juridique et fiscal de toutes ces opérations. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, alors peut-être Hervé veut parler du premier module, ou vous voulez que je vous en parle? Sur le conseil en Enfin, les M&A. différents acteurs, sur les Oui, différents ben, acteurs, voilà, sur effectivement, mais le conseil en M&A. vous l'avez dit Thibault, les acteurs, ce sont bien D'abord, on commence l'expert par le conseil en comptable, M&A. Oui. pardon, oui, l'expert comptable qui est probablement le premier à être informé de la volonté du dirigeant de céder une participation majoritaire ou pas d'ailleurs, ou d'acquérir une autre entreprise dans le cadre d'une stratégie de croissance externe. Il y a bien sûr l'avocat qui est absolument incontournable et c'est la raison pour laquelle il est important pour des raisons de responsabilité qu'il y ait un avocat parce que c'est lui qui va critiquer et rédiger les actes, qu'on parle de lettre d'intention, de garantie d'actifs et de passifs. Et puis, il y a également en périphérie, donc enfin, en tout cas aux côtés du dirigeant, ben, son notaire et au final, le conseiller en gestion de patrimoine qui saura quoi faire voilà, le cas échéant du produit de la vente de l'entreprise. Et comme disait Thibault très justement, en fait, le chef d'orchestre, c'est celui qui va faire en sorte que tout le monde travaille en bonne intelligence ensemble, eh bien, c'est le conseil en M&A. Hein. Le conseil en M&A, il a comme vocation à faire l'analyse de l'entreprise, à l'achat ou à la vente, déterminer une fourchette de valorisation. On est toujours dans les fourchettes parce que le prix, il y a une différence entre valeur et prix. Donc, nous, on va déterminer une fourchette de valorisation et puis chercher la bonne contrepartie. Une fois que la bonne contrepartie a été trouvée, sélectionnée, eh bien, assister le client dans la négociation jusqu'à la signature des actes définitifs. Exactement. Alors, je tiens à attirer l'attention dès cette présentation. Donc, on voit, on a le conseiller en M&A. Donc, la première journée, c'est plutôt justement l'aspect déontologique de la profession. Donc, que doit faire le conseiller en M&A? Quels sont les documents, d'ailleurs, peut-être contractuels, qu'il doit lui-même rédiger hein, pour pouvoir réaliser sa mission en toute sécurité juridique pour lui-même. Et puis, une deuxième journée consacrée à l'évaluation, donc c'est plutôt l'expert comptable. Mais là, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a qu'une seule journée consacrée à l'évaluation. Autrement dit, et ça, j'anticipe sur ce qu'on va dire par la suite, mais quand même un point important, c'est que on ne peut intégrer dans cette formation que des professionnels qui ont déjà un minimum de vernis
et quand je parle de vernis, je me fais comprendre, en matière justement d'analyse de bilan, de comptes sociaux et un petit peu déjà d'évaluation d'entreprise. Parce qu'une seule journée consacrée à l'évaluation, évidemment, c'est pas en une journée qu'on peut vous apprendre comment évaluer une entreprise. Donc c'est plus un rappel ou un approfondissement, mais c'est un point central, hein. L'évaluation, évidemment, c'est un point central. Et on veut juste préciser que, a priori, tous ceux qui intègrent cette formation ont déjà des connaissances en matière de compte et un peu d'évaluation d'entreprise. Sinon, c'est possible d'intégrer la formation, mais à ce moment-là, il faut se préparer un peu en amont et commencer déjà à potasser un peu ce que c'est que l'analyse financière et les différentes méthodes d'évaluation. Sinon, en une journée, ça risque de vous passer, c'est une séance qui risque de vous passer au-dessus de la tête, hein. Donc, on préfère vous le dire. Hervé veut ajouter quelque chose, non? Oui, oui, Thibault, en fait, ben, vous le savez, les formations en évaluation d'entreprise qui supposent une bonne maîtrise de l'analyse financière, parce que quand on parle d'évaluation, ben, il y a forcément un retraitement des comptes, puisque la Hmm. comptabilité française ne donne pas forcément, et j'ai beaucoup de respect pour la comptabilité française, hein, mais ne donne pas forcément une idée ou une image très économique. La capacité bénéficiaire de l'entreprise n'apparaît pas forcément à la lecture des comptes. Donc, il y a un travail en amont de retraitement qui présuppose quand même une bonne maîtrise de la Hmm. lecture des éléments financiers. Évidemment. Hmm. Et à Dauphine, par exemple, enfin, les programmes ou les parcours qui portent sur l'évaluation d'entreprise sont des parcours d'un semestre universitaire. Donc, Hmm. faire en Hmm. une journée le programme Hmm. d'un semestre, l'exercice est un peu ambitieux. Oui, exactement. Donc en un mot, si quality of earnings, ça n'évoque rien pour vous, mieux vaut le dire qu'on puisse effectivement tout de suite voir, enfin, au moins anticiper les difficultés plutôt que d'avoir la difficulté le dernier jour de la formation, c'est-à-dire le jour où on doit vous évaluer. Donc voilà, donc c'est simplement, faut le savoir avant, faut pas, voilà, faut que les choses soient claires entre nous aussi, hein. Dauphine, c'est une université sélective. Le but, c'est pas de prendre tout le monde, justement, c'est déjà de prendre déjà des professionnels qui ont déjà un petit vernis, hein, en matière de conseil en M&A, hein, qu'on soit clair, hein. Si vous partez de zéro, c'est pas en 10 jours qu'on peut former un conseil en M&A. Donc ça c'est évident. Après, donc il y a un deuxième module, donc ça sera le mois suivant. Donc il y aura 3 jours. Alors 3 jours, donc on va répondre d'ailleurs à une question qui vient d'être posée, c'est que il y aura bien sûr une journée consacrée à l'entrée au capital d'un nouvel actionnaire. Donc c'est les levées de fonds, donc tout ce qui est après avec les pactes d'actionnaires, comment on intègre un nouvel investisseur dans sa structure. Ça, c'est une approche déjà un peu plus particulière. D'ailleurs, les documents contractuels ne sont pas les mêmes. Et puis ensuite, évidemment, la réflexion est pas la même. Et le processus de négociation, du coup, n'est pas le même parce que bah voilà, c'est pas une vente réellement, c'est on intègre un nouveau dans l'équipe. Donc ça, c'est évidemment un peu différent. Et puis, évidemment, il y aura 2 journées consacrées à la session d'un bloc de contrôle. Donc, c'est les sessions d'entreprise. Donc en reprenant évidemment tout le processus, mais comment on cède le contrôle de son entreprise. Évidemment, ça pourrait se faire en une journée, mais généralement non, ça se fait pas en une journée. Ça se fait en plusieurs semaines, voire généralement en plusieurs mois, avec plusieurs étapes. Ça peut prendre longtemps, hein, ça peut prendre une dizaine d'années si on s'y prend suffisamment longtemps à l'avance, hein, pour préparer sa session. Donc, évidemment, 2 journées sur le processus de session de bloc de contrôle, là, c'est absolument nécessaire. Et puis enfin, dernier module, donc un module un peu plus technique sur les aspects juridiques et fiscaux, donc un module sur bah, les documents contractuels
concernant la session de contrôle, donc c'est le SPA, donc le contrat de vente, avec évidemment tout le contenu du contrat de vente. Juste avant, évidemment, la lettre d'intention, voire les différents éléments précontractuels qu'on pouvait avoir avant, les promesses d'achat, les promesses de vente, les accords de priorité éventuellement, enfin bon, et puis les accords qui suivent par la suite, hein, suite à la vente, les clauses de non-concurrence, la mise en œuvre des clauses de garantie de passif, enfin bon, tous ces éléments contractuels. Et puis évidemment, puisqu'on a parlé des levées de fonds, bah, les documents qui concernent plutôt l'intégration d'un nouvel investisseur dans sa structure, c'est plutôt là le pacte d'actionnaires, mais c'est vrai que les pactes d'actionnaires, bah, il y a beaucoup de clauses aussi un peu particulières, il faut un peu maîtriser le vocabulaire, maîtriser la logique des pactes d'actionnaires. Et puis enfin, une dernière intervention, une dernière journée consacrée à l'approche fiscale de ces opérations. Donc évidemment, la fiscalité évoluant chaque jour, il est très très fortement recommandé de faire appel à un avocat fiscaliste, comme d'ailleurs il est recommandé de faire appel à un avocat spécialiste en M&A pour rédiger les documents juridiques. Mais là encore, à partir du moment où on est parti de l'idée que le conseiller en M&A, c'est un chef d'orchestre qui doit discuter avec tous ces intervenants, bah, il faut qu'ils comprennent aussi comment ces intervenants résonnent et quels sont les éléments, d'abord de leur langage et puis de leur réflexion, quels sont les grands textes à connaître, voilà, en matière fiscale ou juridique. Et puis donc la dernière journée, bah, ça sera la journée d'évaluation avec une épreuve écrite le matin. Donc c'est une épreuve pour tester déjà uniquement les connaissances, hein, plutôt savoir si l'aspect théorique a été suffisamment maîtrisé. Ça permet de voir que ben, l'apprenant a bien retenu quand même ce qu'il a, ce qu'il a, ce qu'il a suivi. Et puis l'après-midi, c'est plutôt un grand oral, donc une mise en situation où on vous propose, ben voilà, on vous propose donc ça tient généralement en une page, on vous présente une société. On est une société de deux associés, l'un qui a tant de pourcentage de capital social. Voilà, la société fait des pertes, mais quand même, elle a découvert, euh, elle a un business, enfin, elle fait des pertes, mais elle a un business plan qui, a priori, semble plutôt intéressant. Bah, comment on va faire? Voilà. Donc, essayer de voir comment le futur conseiller en M&A bah, se débrouillerait de ce genre de situation. Là encore, le but, c'est de maîtriser un peu tout de suite bah, la capacité à raisonner, à réfléchir à brûle-pourpoint sur une situation réelle. Oui. Et puis, évidemment, donc à la fin, bah, on vous délivrera un beau diplôme autour d'une belle cérémonie. Et on espère évidemment que que tous les participants à cette formation seront diplômés, mais on doit quand même vous avouer que tout le monde n'a pas été diplômé, hein, donc ça reste un certificat, hein, donc on se réserve la possibilité de ne pas diplômer tout le monde, hein, si on estime qu'effectivement il y a encore un peu de travail pour avoir ce certificat et d'être déjà sur le marché du M&A. Voilà, on ne diplôme pas forcément tout le monde. Euh, Quelles sont les modalités de candidature? Alors peut-être que je vais laisser Mélissa répondre si elle le souhaite, parce que c'est plutôt là sa partie. Tout à fait, merci Thibault. Alors effectivement, pour les modalités de candidature, il est attendu en prérequis minimum d'avoir un bac plus 2 ou équivalent et d'avoir au moins une maîtrise des bases de l'analyse financière, comme il a été expliqué par Thibault et Hervé tout à l'heure. Effectivement, si vous n'avez pas le vocabulaire de base ou les connaissances de base, il va être compliqué pour vous de suivre le parcours et nous, l'objectif n'est pas de vous mettre en difficulté. Donc, d'où l'intérêt après que vous allez avoir un entretien téléphonique que je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc, si vous voulez candidater, vous avez la possibilité de déposer votre dossier qui sera composé donc d'un CV et d'une lettre de motivation sur notre plateforme My Candidature. Je vous mettrai le lien dans quelques instants dans la conversation. Dans la lettre de motivation, on n'attend pas forcément un format très précis, mais
que vous puissiez au moins détailler vos attentes, votre expérience et ce que vous attendez de la formation par rapport au projet professionnel que vous avez. Et du coup, à la suite, une fois que nous aurons réceptionné ces pièces-là, donc sur My Candidature uniquement, pas forcément besoin de me faire un rappel par mail, vous serez contacté donc soit par Thibaut ou Corinne Prévitali pour un entretien téléphonique afin de valider la candidature. Et donc, Exactement. voilà. Exactement. Donc, c'est juste pour rebondir. Donc, effectivement, il y a plusieurs dossiers déjà en attente avec Corinne. On s'excuse de pas avoir pas avoir été plus réactif, mais pour tout vous avouer, j'avais déjà les sélections de mes étudiants dauphinois. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et donc là, maintenant, ça y est, c'est fini. Donc, je vais pouvoir me consacrer justement aux entretiens téléphoniques. Un entretien téléphonique, ça dure 20-25 minutes. On s'assure que le candidat a bien compris à quoi correspondait cette formation et qu'il avait bien les prérequis souhaités. Et voilà. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut le conseiller s'il a des manques. On voit qu'il a des manques sur certains aspects. La formation ne va pas commencer tout de suite. Donc, voilà, vous avez encore le temps de mettre vos connaissances à jour hein, sur le M&A. Tout à fait. Alors, pour parler un petit peu plus précisément de cette quatrième promotion déjà qui va donc débuter le 8 octobre, vous avez la possibilité de déposer vos candidatures jusqu'au 22 septembre 2025 sur My Candidature. Je vous ai mis normalement le lien dans la conversation. Pour reprendre un petit peu le rythme, on rappelle que c'est donc 9 journées de cours et une journée d'évaluation qui vont donc s'étaler sur 4 mois au total. C'est-à-dire que là, pour cette année, vous aurez une session en octobre de 3 jours, une session en novembre de 3 jours également, et décembre pareil, et une journée d'examen qui aura lieu en janvier. Comme ça, on vous laisse les fêtes de fin d'année pour décompresser et étudier pour l'examen. Et donc, cette année, une nouveauté par rapport aux promotions précédentes, cela fait une quinzaine d'années que nous étions au pôle universitaire Léonard de Vinci à La Défense. Cette année, l'ensemble du département de formation continue va investir des nouveaux locaux qui sont toujours à La Défense, mais qui seront cette fois dans la tour Europlaza. Donc, si certains connaissent, c'est la tour que nous allons partager avec KPMG. Nous n'avons pas encore de date officielle de déménagement. Peut-être que vous commencerez le parcours à Léonard de Vinci et vous le finirez à Europlaza. Ce sont des informations que nous vous confirmerons par mail de toute manière lorsque vous recevrez votre convocation à l'examen, une fois la candidature passée. Donc après, l'objectif, c'est vrai que en tant qu'assistante, nous allons vous accompagner à partir d'aujourd'hui pour toutes les questions, que ce soit pour avoir le calendrier prévisionnel, pour avoir les réponses sur les financements, et on vous accompagne jusqu'à la diplomation. Les jours où, pareil, vous avez la moindre question quand vous êtes en présentiel sur les sites, c'est auprès de l'assistante, voilà, que vous pourrez vous renseigner, et vous recevrez également des mails tous les mois pour être tenu informé du déroulé de la formation, des confirmations d'intervention. Voilà, nous sommes votre contact privilégié à partir de ce jour et jusqu'à la fin. Et donc, pour parler un petit peu du financier, c'est une formation qui est aujourd'hui au tarif de 7 000 euros, donc tarif public, car les adhérents SCNCEF ont un tarif préférentiel qui sera du coup de 5 500 euros. Et vous avez la possibilité de faire financer cette formation donc à titre personnel, soit vous pouvez faire financer par votre entreprise et ou son OPCO qui peut faire une prise en charge partielle ou totale. Et vous avez, vous, la possibilité également, avec votre compte personnel de formation, de financer la formation à hauteur donc des 7 000 euros, la totalité ce qu'on appelle du bloc. Donc, sachant qu'un compte personnel de formation se limite à 5 000 euros. Il y aura peut-être une prise en charge du coup à faire, que ce soit vous à titre personnel ou votre entreprise peut faire ce que l'on appelle un abondement, c'est-à-dire payer la différence pour la prise en charge totale du CPF. Donc ça, toutes ces questions-là, nous pourrons en discuter donc par mail ou par téléphone. Mes coordonnées sont sur la slide. Merci, Mélissa. Également, oui, préciser que, bien évidemment, cette formation est susceptible d'intéresser aussi des personnes en situation de handicap. Au niveau visuel, d'ailleurs, on a dit mobilité, mais on a même à Dauphine, on prend des étudiants qui ont des incapacités visuelles. En fait, je ne sais pas si on arrivera
Mais bon, justement, normalement, on y arrive aussi, quel que soit le handicap, on arrive à le prendre en compte à Dauphine. On est très, très tourné justement vers la prise en charge de personnes en situation de handicap. On s'adapte, c'est nous qui nous adaptons au handicap. Et voilà. Alors, il y avait Trevor qui avait une question. On vous laisse la parole. On va réactiver les micros. Tic, tic, tic. Alors oui, il faut peut-être Normalement, activer c'est le bon. micro. Les micros ont été réactivés. Alors, c'est monsieur Trevor Flad, c'est ça? Allez-y, on vous écoute. Normalement, Votre micro est toujours coupé. Oui, Alors, votre micro est coupé. Et là, Voilà. c'est bon? parfait. Tout bon. Parfait, on vous entend bien. D'accord. Ok, merci. Oui, bonjour, enchanté. Merci pour cette conférence très, très riche et très intéressante. J'avais 2-3 petites questions à vous poser, c'est un petit peu dans le désordre. Alors, la dernière qui m'était venue à l'esprit, c'était en fait savoir si vous organisez entre les cours fondamentaux que vous faites à l'Université Paris-Dauphine ou à Europlaza, on verra ça à l'avenir, mais est-ce que vous organisez des événements dans des salles de conférence avec le CNCEF, juste pour mettre à jour certaines informations ou connaître un peu l'état actuel des fusions-acquisitions sur le marché en France, de façon soit en visioconférence ou peut-être en physique sur Paris, voilà. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point que j'avais à vous poser aussi, je voulais savoir, vous avez l'intention, donc je comprends bien les objectifs du CNCEF, de le transformer le but à l'avenir en une forme de CAPA, entre guillemets. Est-ce que le fait de passer le certificat aujourd'hui, il y aura une forme de reconnaissance pour ce futur certificat, et je ne sais pas si c'est à court terme, moyen terme ou à long terme. Et l'autre question que je vais vous poser, qui est une question qui peut intéresser tout le monde aussi, est-ce que la formation est très challengeante pour les participants, c'est-à-dire que pendant vos cours, est-ce que vous faites du tac-tac en face-to-face, sur des questions et réponses sur le droit, la fiscalité, pour vraiment faire progresser les gens le maximum pendant ces cours-là. Voilà mes 3 questions. Merci beaucoup. Alors peut-être que je peux répondre sur les 2 premières, du coup, parce que ça concerne la CNCEF. En fait, au sein de la CNCF France M&A, on a une veille juridique, on a un certain nombre de choses il y a une newsletter notamment sur le marché du M&A qui va être mis en place à la rentrée de septembre. On a des lettres de mission, des modèles de lettres de mission qui sont en adéquation avec ce que Dauphine va vous présenter. On a des webinaires tous les mois sur des sujets, des métiers, des sujets métiers pour vous récurrents, c'est les nouvelles lois de finances, des choses comme ça, ou des partenariats sur des outils. Donc on essaye de faire ça, il y en a un tous les mois. Après des rencontres physiques, on est en train de voir pour pouvoir faire une réunion avec les alumni déjà de Paris-Dauphine. Donc ce serait plutôt intéressant de vous réunir une fois que vous avez passé le certificat, puisqu'on voit que la fin de diplôme marche bien. Donc voilà, ça pourrait être intéressant de faire ça. Voilà, on a un certain nombre de services et de choses comme ça. Donc, la veille juridique, vous l'aurez. La veille sur le marché, vous l'aurez. On a une avocate qui est là pour vous répondre à des questions ponctuelles sur des sujets, de M&A, mais aussi au sein de la CNCF, comme on a beaucoup de métiers différents. On a le métier du CGP, du courtier en assurance, courtier en crédit, professionnel de l'immobilier. Donc, on a un certain nombre de panels de métiers. Donc, on peut vous répondre sur un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes et utiles dans vos métiers. Donc tout ça nécessite d'adhérer à la CNCF en amont, mais ça, on pourra vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez voir un peu plus sur la CNCF.
Après, concernant la labellisation, en fait, ça va être courant 2026. Ça va être un cabinet extérieur, donc type Bureau Veritas, qui certifiera les professionnels du M&A qui sont adhérents chez nous. Et donc, il y aura un certain nombre de choses à avoir, donc des choses types nécessaires dans la déontologie du métier, c'est-à-dire avoir une assurance RC, des choses comme ça, un certain nombre de critères. On n'a pas encore fait la liste complète de tous les critères. J'avoue que intégrer le fait que le certificat Dauphine soit passé avec succès peut rentrer dans les critères, puisque c'est quand même un gage de qualité, donc on va sûrement l'intégrer. Je parle en tant que délégué général de l'association, mais bon, après, il y a les administrateurs, donc je ne suis pas tout seul à décider, mais voilà, il y aura sûrement une reconnaissance. Donc ça, c'est pour 2026, et il y aura derrière... la certification se fera au fil de l'eau, enfin suivant les adhérents qui voudront le faire. Et il y aura une communication externe pour que vos clients finaux soient au courant de cette certification et qu'est-ce qu'elle représente. Et une communication auprès de nos adhérents exactement pour que vous sachiez ce qu'on attend de vous, entre guillemets, pour avoir le label. Alors j'espère avoir répondu à vos deux questions. Je ne sais pas si c'était... Oui, alors j'aurais juste une question intermédiaire. Au niveau de la reconnaissance en 2026, est-ce que vous envisagez une forme d'agrément de la part du ministère de la Recherche en France ou par ce qu'on appelle le RNCP? Est-ce que vous envisagez, comme c'est Calliope, est-ce que vous envisagez une reconnaissance par le RNCP, par exemple? Pas le ministère de la Recherche, mais au moins le RNCP ou... Alors, pour le moment, je vous avoue qu'au niveau du label que l'on va créer au sein de la CNCF, c'est pas prévu. Mais on a un certain nombre d'actions de lobbying au sein de l'association, et c'est vrai que le fait de pouvoir le faire reconnaître le plus possible au terme vis-à-vis des autorités, ça sera un projet qui est important pour nous, puisque voilà, c'est bien beau de faire un label, mais si c'est pas reconnu, ça ne sert à rien. Mais pour le moment, je peux pas vous dire... S'il sera reconnu à RNCP, on va essayer de tout faire pour. Oui, je confirme qu'effectivement, moi je suis universitaire, donc je suis un peu extérieur, mais justement, les professionnels, enfin France M&A est venu nous voir avec cette problématique de créer véritablement un certificat, donc un diplôme qui soit une porte d'entrée vers cette profession. Donc, c'est évidemment, il faut d'abord on commence par créer le certificat, il faut qu'on monte en qualité du certificat. C'est pour cette raison que tout le monde n'est pas forcément diplômé, hein, parce que si on acceptait tout le monde et que si tout le monde était diplômé, bah, ça n'aurait aucune valeur. Donc voilà, il faut. Et puis on monte en gamme, on a des qualifications, donc on rentre complètement dans le moule. Donc vous avez parfaitement raison, Trevor. En fait, on essaie de rentrer dans le cadre des professions réglementées classiques. Donc, on suit le chemin au fur et à mesure en montrant ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est bien ce certificat qui doit se transformer en certificat pour la profession. Après, effectivement, on ne peut pas garantir que ça sera très précisément le même certificat, puisque là, du coup, il y a des autorités de contrôle qui vont peut-être nous dire non, mais il faudrait que ça soit peut-être un peu plus long. Bon, pour le moment, 10 jours, vous voyez, c'est le minimum du minimum. D'accord, donc ça veut dire qu'il y aura probablement à l'avenir pour ce certificat, dans le certificat qui sera reconnu comme le CAPA, un équivalent, donc par la profession, il y aura forcément un prolongement sur d'autres évaluations ou d'intégration de connaissances pour l'avenir, si je comprends bien, pour obtenir le certificat que vous visez en ce moment dans 2026 pour l'avenir. Voilà. Juste pour rappeler, en fait, il y a deux choses différentes. Il y a le certificat de Paris Dauphine, qui vous donne des certains nombres de cours, etc. Et après, il y a le label qui est côté CNCEF. Et le label côté CNCEF, en fait, on n'a pas encore estimé la périodicité à laquelle il faudra se relabelliser, entre guillemets. Mais voilà, disons que si tous les 3 ans, on vient vous poser un certain nombre de questions pour continuer à avoir le label, ça sera le principe. Après, Paris Dauphine, une fois que vous avez terminé la formation, il n'y aura plus, entre guillemets, de nouveautés par la suite. Mais c'est du coup CNCF France M&A qui reprend, entre guillemets, le relais et qui a pour but de continuer à vous informer et vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le métier, des nouvelles choses, des nouveaux éléments réglementaires, etc.
D'accord, donc juste à dire bien une petite question là-dessus. Est-ce qu'il y aura, on peut envisager des ECTS par rapport à ce certificat? Alors, Là, pour le moment, parce que là, C'est il faut trop, aussi. peut-être. C'est peut-être. Alors, pour le moment, je ne sais pas, là, c'est plutôt Mélissa qui pourrait répondre. Euh, Alors, effectivement, les crédits ECTS, ce ne sont que pour les formations qui sont dites diplômantes, donc comme les diplômes nationaux, les masters, ce qui n'est pas le cas pour un certificat. Les certificats, ce sont comment expliquer ça, des diplômes, ce sont des diplômes universitaires en version plus légère par rapport au nombre de jours et nombre d'heures. Alors, Donc, il n'y a pas excusez-moi, d'équivalence excusez-moi, ECTS. Mélissa, je vous interromps tout de suite. Mm. Je peux vous certifier que c'est plus le cas depuis quelques années. J'ai passé un certificat en corporate finance à HEC Paris. Il y a des ECTS pour intégrer un autre master, avoir des équivalences pour des matières, pour un module ou deux modules Ouais. dans un Mais master. Parce que c'est une rattaché à un passerelle. autre master, justement. Voilà. C'est rattaché au Comme- master. C'est parce D'accord. que c'est une passerelle en fait pour un master, voilà. ce qui n'est pas le cas pour nous. Il Ouais. n'est pas rattaché à un autre Ouais. diplôme. D'accord. Nous aussi, parce qu'il y a un nombre de CTS obligatoires, mais en fait, pour certaines formations à Dauphine, par exemple, on est pratiquement au double de CTS, parce que justement, les étudiants, ils font d'autres certificats, entre guillemets, de compétences. Donc, vous voyez, on peut, sur un diplôme national, ajouter des éléments. Et des Très bien. certificats complémentaires, qui ne sont pas obligatoires, mais c'est complémentaire. Ok, Du je coup, c'est voulais peut-être valorisé laisser de en la place pour ECTS. je vais laisser de la place pour les autres participants, peut-être. Non, juste pour Peut-être- répondre à votre dernière question, D'accord. c'était sur en fait, l'approche pédagogique, comment on s'y prend. Euh, alors, là, je veux aussi clarifier les choses. C'est une formation en présentiel. Hein, c'est pas en distance, en distanciel. Hein, donc, bien évidemment, c'est pas une formation qui se veut professorale classique devant un amphi de 650 personnes. Hein. Donc, évidemment, il y a une interaction entre l'intervenant et puis les, les apprenants ou les professionnels qui participent à cette formation. Donc, c'est pas un challenge, c'est juste, évidemment, pour dynamiser, la formation, parce qu'effectivement, passer toute une journée, donc 7 heures, à écouter un formateur, bon, vous voyez, il faut que le formateur, justement, soit suffisamment dynamique et puis entretienne le dialogue avec sa salle pour pouvoir dynamiser tout le monde et puis que le cerveau fonctionne bien pendant 7 heures d'affilée. Oui, donc forcément, ça c'est de l'approche pédagogique, j'allais dire un peu de base. Mais c'est vrai que de toute façon, nous, on a des cas, vous voyez, on fonctionne aussi beaucoup par les mises en situation. Et on met en situation et on demande d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous feriez, etc. On s'aperçoit d'ailleurs que souvent, il y en a un dans le groupe qui, en fait, avait déjà la réponse. Oui, parce qu'il a peut-être déjà été confronté à la situation et il voit tout de suite ce qu'il faut faire, mais c'est par justement la confrontation des idées qu'on y arrive de toute façon. Hein. C'est le M&A, il n'y a jamais une solution idéale. Parfois, il y a des ajustements qu'on peut faire, on peut toujours s'améliorer. Donc, le dialogue est toujours préférable, ça c'est sûr. Mais de toute façon, je pense qu'il y a pas de normes envisageables et possibles. Chaque intervenant développe sa propre pédagogie, celle qui pense être la plus performante. Oui. Et voilà, donc d'un cours à l'autre, il y aura des formes ou des modalités qui peuvent varier énormément. Ça, je crois qu'il faut laisser, encore une fois, à chaque intervenant la liberté de choisir sa pédagogie. Bien sûr. Juste en complément pour vous dire, normalement, enfin, si je dis pas de bêtises, mais les sessions, c'est des petits groupes, entre guillemets. Donc, c'est peut-être plus Bien sûr. facile. Voilà, c'est entre 10 et 14. Exactement. Ouais. Vous avez parfaitement raison. C'est des petits groupes, donc c'est pas justement, c'est un petit groupe. Et en fait, ce qu'on souhaite, c'est que ce groupe travaille en dehors des 3 jours. C'est-à-dire que généralement, tout le monde travaille en fait un peu par affinité, parce qu'en réalité, entre chaque session, voilà, il faut quand même travailler chaque session. Oui, assister à la session pendant 3 jours, c'est bien, mais si on ne la travaille pas derrière, ça devient un peu compliqué. Si on arrive les mains dans les poches,
pour l'examen final. Vous voyez, donc il faut travailler en permanence et on pousse d'ailleurs les participants à se regrouper et à travailler en commun. Très bien, j'ai Ouais. parfaitement compris la dynamique, donc c'est très clair pour moi. Merci. Parfait. Merci. Et on avait une autre question de Candice Lukunga, je crois. Votre micro est coupé. Oui, bonjour. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Merci Bon. pour ces présentations, également pour les questions posées par Trevor. Alors, moi, j'avais quelques questions. La première, principalement, c'était sur le public visé par cette formation. Je comprends complètement donc qu'il s'agit d'une porte d'entrée vers le métier de conseiller en M&A. Je souhaitais savoir si elle s'adressait également à des professionnels juridiques qui cherchent à, je dirais, raffermir leurs compétences financières. Dans mon cas, donc, je suis juriste corporate M&A, donc en droit des sociétés, fusion-acquisition, au sein d'un cabinet d'avocats. Cela signifie que j'ai une formation qui est bien plus juridique. En l'occurrence, des compétences, enfin, la force des choses et les expériences ont fait que j'ai beaucoup plus des compétences corporate, donc droit des sociétés, que M&A, même si j'ai déjà eu à intervenir sur la rédaction d'actes que vous avez pu citer, comme les SPA, les garanties d'actifs passifs, certains avant-contrats notamment, lors d'opérations. Et en fait, je cherchais à comprendre si cette formation, elle peut permettre de gagner en compétences financières pour avoir une analyse un peu plus aiguë lors d'opérations d'M&A dans lesquelles les avocats sont amenés à intervenir et où en tant que juriste, en fait, je suis en appui, mais également pour après envisager Alors, des fonctions, je dirais, de direction juridique en entreprise. Voilà. Et donc, c'est ça un peu ma première question sur le public visé et ce que cette formation permet d'acquérir comme compétences. Ouais, alors, enfin, on a pardon. déjà eu des juristes. Nous avons Mhm. déjà eu des juristes qui ont d'ailleurs réussi qui ont été diplômés. Donc, c'est que c'est possible. Après, c'est exactement ce que j'indiquais en introduction. C'est-à-dire que moi, je peux vous accepter, mais alors, c'est évident que je vais pas vous mentir sur le fait que la séance sur l'évaluation, vous risquez de pas vraiment comprendre. Donc, pour éviter justement d'être submergé par une séance importante sur l'évaluation qui vous passe un peu au-dessus de la tête, forcément, là, je vais vous dire de travailler un peu l'évaluation avant. Oui, Mhm. donc, voilà, je vous donnerai quelques références pour travailler avant. Mais ça, c'est sûr qu'en une journée, l'évaluation, c'est compliqué hein, pour un juriste. Mhm. Mais je crois D'accord. que pour répondre à votre question, je trouve elle a beaucoup de sens. C'est que je suis convaincu que ça va élargir votre domaine de compétences, ça c'est une certitude. Et vous allez alors peut-être pas devenir une experte en évaluation, mais ça tombe bien parce que c'est pas votre objectif. Mais cela dit, vous allez avoir quelque chose, et le terme est un peu réducteur, hein. Vous allez acquérir une culture, c'est le terme qui me gêne, beaucoup plus qu'une culture en matière d'opération de cession-acquisition. Mhm. Et comme l'a dit Thibault, vous ne travaillerez pas seul, donc vous êtes entouré par, lors d'une opération, il y a plusieurs conseils du chef d'entreprise ou de l'actionnaire. Donc il y a l'expert comptable, il y a le fiscaliste, il y a plus tard le chef patrimoine. Il est Mhm. important que lors de ces réunions ou lors de ces séances de travail que vous aurez avec eux, eh bien, vous sachiez de quoi ils parlent. Exactement. Mhm. Si on vous dit, voilà, on a choisi tel taux d'actualisation pour évaluer la valeur de l'entreprise, eh bien, voilà, c'est important que vous sachiez voilà, de quoi il s'agit. Hein, et donc, pour vous, de mon point de vue, vous ne serez probablement pas dans une banque d'affaires, hein, voilà, responsable d'opérations de croissance externe ou de cession. Néanmoins, vous aurez acquis des compétences qui seront à la périphérie de la vôtre, mais qui seront ultra complémentaires et ultra utiles. Et vous allez gagner en professionnalisme, et ça, c'est une certitude. Mhm.
D'accord, mais au vu du programme de la formation, après j'ai vu qu'il y avait le module juridique, je crois que c'était au troisième round si je me trompe pas, mais au vu de ce qui est proposé, ça va être beaucoup plus financier en fait tout du long, ou au final, vu qu'il y a une vision 360 du début à la fin Ah d'une ben c'est opération. 360. Hmm. Non, c'est 360, hein. Donc c'est sûr que les aspects juridiques et fiscaux, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise Mhm. que d'autres participants, ça c'est évident, hein. Donc évidemment, donc voilà. En fait, c'est la problématique de ces opérations, c'est que ça fait Ouais. appel à des professionnels qui sont très compétents dans leur secteur. Et le conseiller en M&A, lui, c'est le chef d'orchestre, donc il doit quand même savoir quel est l'instrument joué par, Par par, chacun. par ce concertiste. Ouais. Mhm. Donc c'est ça. Il faut quand même connaître un minimum, même si on ne joue pas de l'instrument, même si D'accord. effectivement, c'est pas vous qui allez procéder à l'évaluation, hein, c'est pas ce qu'on attendra de vous. Mais voilà, il faut savoir un peu de quoi on parle, quels sont les enjeux en matière d'évaluation, quand on parle de taux d'actualisation, et alors, Mhm. il me dit que c'est 12, l'autre me dit que c'est 11, je vois pas vraiment de différence. Bah si, parce qu'au final, ça peut vraiment changer le montant final. Mais ouais, donc après, connaître les enjeux, de dire non, 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 laisse pas, il faut batailler sur le taux d'actualisation, par exemple. Mhm. Ouais, de dire non, C'est non, Hmm. Madame, je vais vous faire un aveu, hein. Je suis dans ce métier-là depuis quelque temps et j'ai aussi des trous dans la raquette, hein. Donc, en termes d'évaluation, en termes d'analyse financière, je suis ultra confortable. Sur le plan fiscal, voilà, je suis beaucoup plus discret. Cela dit, je comprends l'importance que ça peut avoir. Je sais parler d'un pacte Dutreil. Mais voilà, je laisserai les professionnels Entre nous. intervenir sur ces sujets. Ça m'évitera de dire des bêtises. Néanmoins, Hmm. je pourrais accompagner le dirigeant, réfléchir avec lui sur certains sujets. Mhm. Et quand je vous dis que j'ai des trous dans la raquette, eh bien, je suis intimement convaincu que parmi les membres de France M&A, une écrasante majorité, et comme moi, ils ont des domaines d'expertise précis, mais il y a des moments où il y a plus de faiblesse. Hmm. Cela dit, ce sont pas, on n'est pas archi nul. Voilà, on n'est pas, on débarque pas de nulle part, mais on a un niveau d'expertise qui est assez inégal, voilà, sur les différents sujets concernés par les opérations de cession-acquisition. D'accord. Ok, merci pour ces éléments de réponse. J'aurais encore une question, mais plus sur le déroulement. Vous disiez, donc oui, c'était donc 9 jours de formation. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des horaires? Vous parliez de 7 heures, mais avoir une idée de l'amplitude par rapport aux autres sessions qui sont déjà déroulées, et également de justement les travaux qui étaient demandés entre sessions. Est-ce qu'il y a des vidéos à visionner? Est-ce qu'il y a des sortes de, je sais pas moi, de devoirs à préparer et à rendre dans certains délais? Voilà, je voulais une idée à peu près du déroulement à ce niveau-là. Pour les horaires, je peux vous répondre déjà. Mhm. Les journées commencent à 9 heures. En fait, elles sont découpées du coup en deux demi-journées de Oui. 3h30. Donc, elles commencent à 9 heures et finissent à 12h30. Vous avez 1h30 de pause déjeuner et après, c'est 14 h, 17h30. Et ça, c'est sur les 3 jours. Mhm. D'accord. Et à chaque fois, Avec du une, coup, vous avez avec un une mois entre pause. chaque session. Voilà, vous avez la petite pause pour décompresser, parce qu'on sait que 7 heures, c'est long. Donc, il faut un petit peu de temps pour digérer tout ça. Et après, effectivement, entre chaque session, vous avez environ un mois, pareil, de digestion. Et après, je vais peut-être laisser Thibaut compléter pour le travail hors formation. Alors parfois, effectivement, il y a des sessions où on donne des cas avant. Ouais, on demande de réfléchir sur des cas. Et puis, en fait, la session sert justement à- à résoudre le ou les cas. Donc, c'est un travail préparatoire bon, qui prend pas trop de temps, vous voyez. Et puis, il y a d'autres sessions où on vous donne directement les slides. Et c'est à vous de retravailler les slides. Donc, par rapport aux slides, voilà, est-ce que vous avez bien compris? Les slides sont souvent relativement riches, hein, pour qu'on puisse comprendre sans même prendre de notes.
Mais bon, de temps en temps, est-ce qu'on a bien compris? Donc, de travailler ça avec d'autres participants, c'est toujours important pour être bien sûr qu'on a bien compris tout, qu'on a tout compris, quoi. D'accord. Mais en termes je dirais, de ce que vous en décrivez, en termes je dirais, d'heures de travail préparatoire ou alors digestif, on ne parlerait pas voilà, il y a 10 heures de recherche à faire avant, entre chaque Non, session, non? non. Ok. Avant, non. Après, c'est clair, il y a 21 heures de cours sur Mhm. sur chaque session de 3 jours. Mhm. Donc, 21 heures de cours, au niveau des slides, je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura que 10 slides. Vous voyez, ça va plutôt être autour de 150 slides. Donc, voilà, il faut digérer 150 slides. Donc, vous avez un mois pour voilà, bien digérer les 150 slides. Je vous déconseille vivement de vous prendre du coup les 3 modules à la fin en disant non, non, mais moi je prépare l'examen que 15 jours avant. Bah non, ça c'est sûr que ça peut pas fonctionner comme ça. Oui, donc après chaque module de 3 jours, Mhm. vous recevrez les slides, bah, il faut relire les slides en fait. C'est à vous de retravailler derrière. Hein, c'est pas de D'accord, la formation permanente classique, Mhm. c'est une formation diplômante. Donc, il faut ingurgiter toute la matière qu'on vous a transmise. D'accord, très bien. On Merci. a, on a une dernière question peut-être pour terminer de Damien Tronchère. Je ne sais pas si vous voulez prendre la Oui. parole. Oui, je veux bien. Alors moi, j'ai un profil assez particulier, j'ai un profil technique. Donc j'ai travaillé en R&D et industrialisation. Et je voulais savoir si c'est une formation qui pouvait être adaptée ou pas du tout, ou si vous me conseillerez une formation beaucoup plus approfondie dans le cadre d'une reconversion pour rentrer dans tout ce qui est conseiller M&A. Est-ce que vous avez déjà suivi des opérations de M&A? Pas vraiment, donc c'est pour ça, par rapport au prérequis, bon, je peux toujours me former un peu ben, et faire de l'apprentissage, mais voilà, par rapport à Est-ce que tout ce vous que avez vous des avez dit, bases, ça me paraît. Ouais. ouais, est-ce que vous avez des bases en finance ou en comptabilité? Oui, en finance comptabilité, c'est des modules que j'appréciais bien, donc j'ai des bases, je peux les réviser. De toute façon, je vais les réviser parce que c'est un domaine qui m'intéresse. Mais voilà, où est-ce que Ouais. voilà, il vaudrait mieux aller sur une formation plus approfondie ou que vous auriez quelque chose à me conseiller, voilà. Alors, il y a moi, je dirige également une formation, un executive master en M&A, mais bon, là, c'est beaucoup plus long, hein, c'est des formations de plus d'un an, donc, ouais, ça, c'est des formations plus longues. Mais après, on pourra en discuter éventuellement en fonction de votre CV. Là, je n'ai pas votre CV, donc c'est difficile de pouvoir répondre très précisément sur votre situation, puisque vous voulez ce que vous cherchez également. C'est pour ça que, justement, on fait des entretiens, hein, pour être sûr que, bah, oui, on ne veut pas vous faire perdre de temps et d'argent. Et en plus, si c'est pour ne pas vous diplômer à la fin, vous voyez, c'est un peu frustrant. Donc on préfère, mais ça c'est Dauphine, hein, vous voyez, c'est la logique Dauphine. De toute façon, quand on rentre à Dauphine, on est tous sélectionnés, que ce soit les étudiants ou les professionnels qui intègrent. De toute façon, vous êtes sélectionnés. Ça, c'est le principe de Dauphine, hein. Donc on ne Non, non, mais déroge ça me pas à la règle. paraît. On ne déroge pas à la Non, non, mais règle. ça me paraît bien. Non, non, mais ça me paraît en effet bien de ne pas aller dans une formation si elle n'est pas totalement adaptée et d'en discuter avant. Exactement. Hmm. Donc, d'accord, donc ouais, on peut Oui, en oui, bah, discuter lors de l'entretien et voir un petit peu comment, voilà, mes exactement. attentes. Hmm, Ok, hmm. merci Oui, beaucoup. oui, déposez dès que possible votre CV et votre lettre de motivation sur My Candidature, comme ça, vous aurez la réponse, on va dire, assez rapidement lors de l'entretien, Hmm. Oui, pour bon, éventuellement, si besoin, revoir votre projet ou au contraire le valider. d'accord, merci beaucoup. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Et ben écoutez, on vous remercie, merci à tous d'avoir participé et merci aux intervenants. Et du coup, bah, on vous laisse vous inscrire. Merci, Oui, Tom. n'hésitez pas à revenir vers nous dès que Merci à vous. possible, sachant que l'université ferme en été, de effectivement revenir d'ici, je vous dirais, avant le 14 juillet pour être sûr d'avoir tous les renseignements nécessaires et de pouvoir avoir le temps de vous inscrire. Hmm. Bah, merci à Merci vous. à tous. Merci Merci à vous tous. beaucoup. Merci. Au Bonne revoir, journée. Très bonne madame. Bonne journée. journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci.